La vice-présidente d'Etoudi, Chantal Biya, Atanga NJ est le plan secret de succession. Au Cameroun, on dit souvent que le pouvoir est comme le maquis du coin. Ce n'est pas toujours celui dont le nom est sur l'enseigne qui cuisine. Parfois, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a aucun titre officiel. Aucun uniforme. Aucune légitimité constitutionnelle. Mais qui, en coulisses, décide de tout. Ce quelqu'un, aujourd'hui, aurait un nom. Ce quelqu'un porterait des talons hauts. Et selon des sources concordantes que nous avons consultées, ce quelqu'un serait en train d'écrire, à l'insu du Cameroun tout entier, le prochain chapitre de l'histoire politique de ce pays. Pour le prix d'un président, le Cameroun aurait en réalité deux pôles de pouvoir. L'un officiel. L'autre officieux. L'un constitutionnel. L'autre, conjugal. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va tout changer dans votre façon de comprendre ce qui se passe vraiment au sommet de l'État camerounais. Partie 1, contexte et fait, deux pôles, un seul palais. Pour comprendre la situation, posons d'abord le décor. Paul Biya. Président de la République du Cameroun depuis 1982. 43 ans au pouvoir. Un record sur le continent. Un homme qui a survécu à tout, les tentatives de coup d'État, les vents de la démocratisation des années 90, les crises économiques, les rébellions armées, une pandémie mondiale. Un animal politique d'une longévité que même ses ennemis les plus acharnés ne peuvent s'empêcher de respecter malgré eux. Mais en 2025, la question n'est plus de savoir si Biya va partir. La question est, qui part avec lui? Et surtout, qui reste? Et c'est là que l'histoire commence à devenir véritablement fascinante. Selon des sources que nous avons recoupées, le Cameroun vivrait aujourd'hui ce que certains analystes politiques n'hésitent plus à appeler, en privé, une diarchie. Un pouvoir à deux têtes. Une tête officielle, visible, constitutionnelle. Et une tête officieuse, invisible, non élue, mais terriblement active. La tête officielle, vous la connaissez. C'est Paul Biya, installé dans son palais d'Etoudi, avec ses costumes impeccables et ses silences présidentiels. La tête officieuse, selon ces mêmes sources, c'est Chantal Biya. La première dame. Épouse du président. Personnalité publique aux activités humanitaires bien documentées. Mais également, toujours selon ces sources, une actrice politique dont le poids réel dans les décisions de l'État serait considérablement sous-estimé par les observateurs extérieurs. Mais comment cette influence s'est-elle construite? Et pourquoi maintenant? La réponse tient en un mot, la faiblesse. Paul Biya a 92 ans. Ses apparitions publiques se sont drastiquement raréfiées. Les audiences officielles se comptent sur les doigts d'une main. Les conseils des ministres, qui devraient se tenir régulièrement pour que l'État fonctionne normalement, se sont transformés en événements rares, presque exceptionnels. Des mois entiers passent. Rien. Le vide institutionnel s'installe. Et dans ce vide, quelqu'un doit bien prendre les commandes. Selon nos sources, ce quelqu'un a effectivement pris les commandes. Mais ce n'est pas tout. Car l'influence dont nous parlons ne serait pas simplement gestionnaire. Elle ne serait pas simplement là pour faire tourner la machine en attendant. Elle serait stratégique. Orientée. Tournée vers un objectif précis et personnel. Un objectif que nous allons vous révéler dans quelques instants. Et croyez-nous, quand vous saurez de quoi il s'agit, vous regarderez les dernières décisions politiques camerounaises avec des yeux complètement différents. Partie 2, le conflit, les vétos, les blocages et la main invisible. Commençons par les faits concrets. Les signes visibles de cette influence officieuse, que nous vous présentons comme des éléments d'analyse, non comme des certitudes absolues. Premier signe, le blocage des conseils des ministres. La constitution camerounaise prévoit que le président préside le conseil des ministres. C'est une réunion gouvernementale fondamentale. C'est là que les grandes décisions d'État se prennent collectivement. Or, ces dernières années, ces conseils se sont faits de plus en plus rares. Des ministres attendent des mois pour faire valider des décisions urgentes. Des postes ministériels restent vacants longtemps après le décès de leur titulaire. Oui, vous avez bien entendu, même les morts ne sont pas remplacés. L'État tourne au ralenti, comme une voiture qui roule à vide, et que personne ne semble pressé de ravitailler. Pourquoi? Officiellement, aucune explication. Officieusement, selon plusieurs sources proches du palais, quelqu'un opposerait un veto systématique à toute réunion gouvernementale non préalablement contrôlée.
Quelqu'un qui voudrait garder la maîtrise totale de l'agenda. Du calendrier. Des nominations. De tout ce qui bouge. Deuxième signe, la réforme constitutionnelle et la création du poste de vice-président. Ce projet est apparu de façon presque soudaine dans le débat institutionnel camerounais. La création d'un poste de vice-président, dans un système présidentiel ultra centralisé comme celui du Cameroun, n'est pas un détail technique. C'est une décision politique majeure. Ce poste, s'il était créé et pourvu, permettrait à quelqu'un d'entrer dans la ligne de succession directe du pouvoir. Sans élection. Par simple nomination présidentielle. Sans passer devant les urnes. Sans demander l'avis de personne. Plusieurs constitutionnalistes camerounais se sont publiquement interrogés sur l'origine de cette initiative. D'où vient-elle vraiment? Qui en a eu l'idée? Et surtout, qui en bénéficierait concrètement? Selon nos sources, la réponse pointe dans une seule et même direction. Et cette direction va vous surprendre. Troisième signe, Maurice Kamto et l'élection présidentielle de 2025. Le leader du MRC. Candidat historique de l'opposition. Professeur de droit international reconnu. L'homme qui, en 2018, avait revendiqué la victoire à la présidentielle avant d'être emprisonné plusieurs mois dans des conditions que ses partisans qualifient d'arbitraires. En 2025, ces tentatives de campagne auraient été contrariées de façon particulièrement méthodique et ciblée. Arrestation de militants. Interdiction de réunions publiques. Blocages administratifs répétés. Une pression institutionnelle qui, selon des observateurs indépendants, dépassait largement le cadre des procédures légales habituelles. La question que tout le monde se pose dans les cercles politiques camerounais, pourquoi lui, spécifiquement, avec une telle intensité? Qu'est-ce que Kamto représente pour que le système lui réserve un traitement aussi particulier? Selon des sources que nous avons consultées, Kamto aurait été identifié comme le principal obstacle crédible à un plan de succession très précis. Et son élimination de la course ne serait pas le fruit d'une décision collective du système. Elle aurait été commanditée depuis un niveau particulier du pouvoir, un niveau sans titre constitutionnel, mais avec une influence réelle sur celui qui en a un. Et l'homme chargé d'exécuter concrètement cette mission sur le terrain s'appelle Paul Atanga Nji. Ministre de l'administration territoriale. Le MINA, comme on l'appelle dans les cercles administratifs. Un poste qui, en apparence, ressemble à de la gestion administrative. Mais qui est en réalité l'une des positions les plus stratégiquement puissantes de tout l'appareil d'État camerounais. C'est lui qui contrôle les gouverneurs de région, les préfets, les sous-préfets. C'est lui qui autorise ou interdit les manifestations. C'est lui qui peut ouvrir ou fermer les robinets administratifs qui rendent la vie d'un parti politique viable ou impossible sur le terrain. Selon nos sources, ce ministre aurait reçu une mission dont les contours dépasseraient largement ses attributions officielles. Il lui aurait été demandé, toujours selon ses sources, d'user de tous les moyens disponibles pour neutraliser toute initiative politique susceptible de contrarier un plan de succession encore confidentiel. Un plan dont le nom de code, si on peut l'appeler ainsi, est celui d'un homme que presque personne ne connaît encore. Mais ce n'est pas tout. Partie 3, Révélation et décryptage, Franck Hertz et le secret des tout-dits. Nous entrons maintenant dans ce que nos sources appellent le cœur du plan. Tout le monde connaît Franck Biya. Fils du président. Présent dans les cercles d'affaires. Visible dans certains événements officiels. Celui dont tout le monde parle spontanément quand on évoque une succession dynastique au Cameroun. Celui qu'on observe, qu'on analyse, qu'on projette mentalement dans le fauteuil présidentiel depuis des années. Mais attention. Asseyez-vous bien. Parce que selon des informations recueillies auprès de plusieurs sources indépendantes et concordantes, le fils que Chantal Biya souhaiterait réellement propulser au sommet de l'État, ce n'est pas lui. Ce serait Franck Hertz. Un nom qui ne dit rien à la grande majorité des Camerounais. Et c'est exactement pour cela qu'il est si crucial d'en parler aujourd'hui. Franck Hertz serait le fils que Chantal Biya aurait eu d'une union précédente, avant son mariage avec Paul Biya. Un enfant issu d'un premier lit, qu'elle aurait amené avec elle dans sa vie conjugale au palais. Et depuis lors, toujours selon ses sources, le patronyme Biya aurait été officiellement ajouté à son état civil. Il s'appellerait désormais Franck Hertz Biya. Si cette information est exacte, et nous la présentons comme une analyse basée sur des recoupements de sources, non comme une vérité judiciaire établie, alors absolument tout le tableau politique récent du Cameroun se relie différemment. Complètement différemment. La réforme constitutionnelle créant le poste de vice-président?
Ce ne serait pas une réforme de gouvernance destinée à moderniser les institutions. Ce serait un sas. Un couloir d'entrée institutionnel taillé sur mesure pour quelqu'un qui, sans ce poste, ne pourrait jamais accéder légalement au sommet de l'État par la voie directe. La mise à l'écart de Canto? Elle ne serait pas une répression politique ordinaire, dans le genre de ce que le système a toujours pratiqué contre ses opposants. Ce serait une chirurgie précise. L'élimination du candidat jugé le plus susceptible de rendre la succession imprévisible. Celui qui avait la crédibilité, les réseaux et la légitimité populaire pour bousculer un ordre successoral soigneusement planifié. Et la mission confiée à Atanga NJ? Elle s'inscrirait dans cette même logique d'ensemble. Sécuriser le terrain politique avant que le plan ne se déploie. Nettoyer les obstacles. Préparer l'arrivée de celui que personne ne voyait venir. Mais ce n'est pas tout. Car selon des informations supplémentaires que nous avons recueillies, Chantal Biya ne se contenterait pas de pousser son fils en avant. Elle ferait également circuler, de façon très calculée et très discrète, une information destinée à fragiliser la position de l'autre Frank Biya, le fils officiel du président, celui que tout le monde regardait depuis des années comme l'héritier naturel. Cette information, la voici, Frank Biya ne serait pas le fils biologique de Paul Biya. Il serait son fils adoptif. Nous ne pouvons pas vérifier cette affirmation de façon indépendante. Nous la rapportons comme une rumeur politique qui, selon nos sources, circulerait délibérément dans certains cercles proches du palais. Mais si cette rumeur est effectivement orchestrée, si quelqu'un la répand intentionnellement, alors son objectif est absolument limpide. Discréditer l'héritier que tout le monde attendait. Pour dégager le terrain au profit de l'héritier que personne n'attendait. Ambiance. Partie 4. Analyse satirique, le vieux lion et la grande illusion constitutionnelle. Et maintenant, parlons de Paul Biya lui-même. Parce que le vieux lion n'aurait pas dit son dernier mot. 43 ans de survie politique au sommet de l'État africain, ça ne s'efface pas avec l'âge. Ça forge des réflexes. Des instincts. Une capacité à sentir le danger avant même qu'il ne se présente. Et Paul Biya, selon plusieurs sources très proches du palais, aurait parfaitement senti ce que ça dulcinait manigance. Il le verrait. Il l'analyserait. Et il aurait choisi non pas d'affronter ouvertement, car une guerre de palais conjugal serait désastreuse pour tout le monde, mais de ruser. À la camerounaise. Avec ce que le peuple appelle joliment, le coup de Mvomekar. Voici comment il aurait procédé. Il aurait accepté, en apparence, le projet de réforme constitutionnelle. Il aurait laissé les discussions avancer sans s'y opposer. Il aurait laissé Chantal se convaincre que son plan était sur de bons rails. Que le poste de vice-président allait être créé. Que la nomination approchait. Que la victoire était à portée de main. Sauf que, dans la nouvelle version de la Constitution, le président dispose de la faculté de nommer un vice-président. Pas de l'obligation. La nuance est monumentale, et elle ne doit rien au hasard. Il peut nommer, n'est pas, il doit nommer. Et Paul Biya, selon nos sources, n'aurait aucune intention réelle de nommer qui que ce soit à ce poste. Pas maintenant. Peut-être jamais. Le poste existerait sur le papier. Il resterait vide dans les faits. Une belle case vide dans l'organigramme constitutionnel du Cameroun. Pourquoi cette stratégie? Parce que tant que le poste est vide, il reste une monnaie d'échange. Un outil de contrôle. Une carotte suspendue devant le nez d'une épouse ambitieuse. Sois sage, et la nomination viendra. Crée des problèmes, et elle ne viendra jamais. C'est cynique. C'est même cruel, d'une certaine façon. Mais c'est d'une efficacité redoutable pour quelqu'un dont l'objectif principal serait désormais de finir tranquillement ses derniers jours sans que le palais ne devienne un ring de boxe. Comme on dit au Cameroun, c'est non qui envoie problème. Celui qui ne signe rien ne risque rien. Et Paul Biya, en ne nommant personne, garde le seul actif qui lui reste vraiment, la décision finale. Mais ce n'est pas tout. Parce que si on prend du recul et qu'on regarde ce tableau dans son ensemble, on est face à quelque chose d'une ironie absolument savoureuse. L'homme le plus éloigné de la gouvernance quotidienne du pays serait, par sa seule existence biologique et son refus d'agir, l'acteur politique le plus indispensable du moment. Tant qu'il respire, personne ne peut rien faire sans lui. Tant qu'il ne signe pas, aucun plan ne peut aboutir. Il est devenu, sans le chercher ou peut-être en le cherchant très consciemment, l'otage volontaire de ses propres ambitions de paix. Et pendant que cette grande partie d'échecs se joue à Etoudi,
le non-GUI, les gens ordinaires, les Camerounais du quotidien, regardent, analysent et commentent avec cet humour grinçant et lucide qui est la marque de fabrique du peuple camerounais face à l'absurdité du pouvoir. Dans les grains de Yaoundé, dans les bars de Douala, dans les marchés de Bafoussam, la chose se résume simplement. La Chantou veut mettre son enfant sur le trône. Point. Pas de fioriture. Pas d'analyse constitutionnelle. Le peuple va droit au but, comme toujours. Et il faut dire que cette capacité du Camerounais ordinaire à lire derrière les apparences officielles est l'une des grandes forces silencieuses de ce pays. Un peuple qui a appris, depuis des décennies, que les communiqués officiels ne racontent jamais l'histoire réelle. Que la vérité politique se cache toujours ailleurs. Que le pouvoir vrai n'a pas besoin d'afficher son nom pour exister. Ce qui se jouerait aujourd'hui à Etoudi n'est que la version la plus récente d'une tradition politique aussi vieille que l'État camerounais lui-même. Celle du pouvoir dans le pouvoir. De l'ombre dans la lumière. Du vrai dans le faux. Et dans cette tradition, la Constitution n'est pas un rempart. C'est un décor. Un beau décor, certes. Bien rédigé. Bien imprimé. Bien encadré dans les bureaux officiels. Mais un décor quand même, derrière lequel les vrais acteurs jouent la vraie pièce. La différence, aujourd'hui, c'est que la pièce serait jouée par une actrice que la Constitution ne reconnaît même pas. Et que le metteur en scène officiel serait trop fatigué pour diriger les répétitions. Conclusion, la question qui appartient aux Camerounais. Voilà, mes amis, où nous en sommes. Au Cameroun en 2025, selon des sources concordantes que nous vous avons présentées avec toute la rigueur journalistique nécessaire, une première dame exercerait une influence officieuse considérable sur les décisions de l'État. Un ministre serait l'instrument opérationnel d'une mission qui dépasserait ses attributions légales normales. Un fils quasi inconnu du grand public serait le candidat secret d'un plan de succession familiale soigneusement préparé. Un président affaibli jouerait la ruse et l'inaction stratégique pour garder la main malgré sa fragilité. Et une constitution aurait été modifiée, selon ces mêmes sources, non pas pour servir les intérêts du peuple camerounais, mais pour servir les ambitions d'une seule famille. Ce tableau, s'il est exact, est grave. Pas au sens du spectacle. Grave au sens de la responsabilité collective. Parce qu'au bout de toutes ces manœuvres, au bout de tous ces calculs, au bout de toutes ces stratégies de palais finement tissées dans l'ombre, il y a un pays réel. Avec des routes à construire. Des hôpitaux à équiper. Des universités sous pression. Une crise anglophone qui attend toujours sa résolution depuis près de 10 ans. Des millions de jeunes Camerounais qui méritent infiniment mieux qu'une succession dynastique décidée dans l'ombre par des gens qu'ils n'ont jamais élus et ne pourront jamais sanctionner. La vraie question, aujourd'hui, n'est pas qui va succéder à Biya. La vraie question est, est-ce que les Camerounais ont encore leur mot à dire sur la construction de leur propre avenir? Et cette question-là, elle ne se résout pas à Etoudi. Elle se résout dans les esprits. Dans les discussions. Dans les consciences. Dans le refus collectif de laisser l'histoire de 28 millions de personnes s'écrire dans des salons que personne n'a jamais vus. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre ce qui se passe vraiment derrière les façades officielles. Et posez-vous cette question ce soir en rentrant chez vous. Si demain le Cameroun avait un vrai choix démocratique sur sa succession, qui voudriez-vous voir conduire ce pays? Et comment voudriez-vous que ce choix se fasse? Nous continuerons à analyser. À décrypter. À vous informer. Sans peur. Sans complaisance. Avec tout le sérieux que l'actualité camerounaise mérite.